Bien le bonjour messieurs dames. Dans cette petite vidéo, je vous présenterai quelles sont les deux lois de Kirchhoff. C'est qui ça, Kirchhoff? Ben c'est lui qui est juste ici. Donc Gustav Kirchhoff. Donc c'est un physicien allemand qui a notamment parmi ses travaux émis ces deux lois. Donc évidemment, je présume que vous avez déjà vu la loi de Ohm. Elle est importante pour saisir certains éléments qui sont associés à la loi de Kirchhoff. Donc, sans plus tarder, allons-y. Donc, deux lois. Première loi de Kirchhoff, c'est la loi des nœuds. Deuxième loi, c'est la loi des boucles ou la loi des mailles. Donc, commençons avec la loi des nœuds. Donc, la loi des nœuds qui est associée carrément au courant, donc à l'intensité du courant. Donc, la somme des courants qui entrent dans un nœud est égale à la somme des courants qui en sort. Qu'est-ce que c'est ça, un nœud? Petite image juste ici. Donc, un nœud, c'est ça ici. C'est lorsque vous avez au moins 3 fils électriques qui se rencontrent. Parce que si vous avez juste 2 fils qui se rencontrent, vous êtes rendu maintenant avec un circuit en série, où le circuit en série, il n'y a pas vraiment d'application par rapport à cette loi. C'est-à-dire que, donc comme je vous ai mentionné, pour avoir un nœud, donc pour mettre en place la loi des nœuds de Kirchhoff, ben, ça prend donc au moins 3 fils. Et si on est en série, ben, on a juste 2 fils, donc ça n'a pas d'impact. Donc, qu'est-ce que cette loi spécifie? C'est que, donc, comme j'ai mentionné, l'intensité du courant qui entre va être égale à l'intensité du courant qui sort. C'est un peu comme si, par exemple, vous aviez, imaginez ici mon image juste là, imaginez que vous aviez deux courants d'eau qui arrivent. Bien, si j'additionne le courant des deux rivières qui arrivent, bien, ça va être égal au courant des rivières qui en repartent de ce point-là. Donc, mathématiquement, donc, dans ce cas-ci, I1 plus I2. Oups, je vais faire attention à mes couleurs. Donc, I1 plus I2. Oh boy! Ok, c'est bon, c'est là. Donc, plus I2 va être égal à I3 plus I4 plus I5. Donc, évidemment, c'est dans le cas de ce circuit. Prenons une autre situation. Donc, vous avez ici un circuit fermé, une source de courant ici. Bon, en passant, pour une pile, il devrait avoir, je pense, comme 5 éléments comme ça de symboles. On a mis 3. Je suis un peu paresseux. Là. Je pense qu'on en prendrait 5 en réalité. C'est pas très grave. Donc, vous avez ici donc 3 résistances qui sont en parallèle. Donc, le courant qui rentre, c'est le courant de la source. Donc, j'aurais pu mettre un petit S, là. C'est petit pas mal, là. Donc, je vais mettre en plus gros. Donc, donc, le courant provenant de la source va se subdiviser. Donc, I de la source va être égal à... Oups, je vais l'écrire ici. Donc, I1 plus I2 plus I3. Donc, reprenons l'exemple du courant d'eau. Donc, j'ai un fleuve, une rivière, prenez ça comme vous voulez. Donc, il y a un courant dedans. Le courant va se diviser dans 3 cours d'eau différents, mettons des ruisseaux, ça n'a pas d'importance. Et ensuite, les ruisseaux se rebranchent ensemble pour reformer le fleuve, la rivière, peu importe. Pas géographe. En tout cas, bref. Pour reformer donc le même courant. Donc, le courant de la source va être le même. Donc, autrement dit, le courant qui rentre, donc le courant qui rentre ici, va être le même que le courant qui sort. Si je fais... Oups, j'avais-tu un autre... Ah oui, ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'imaginez que... ça, c'est quand on a une circonstance en série, je comprenne. Donc, j'ai ma source de courant ici, il devrait avoir 5... Il devrait avoir 10 lignes, j'en ai mis juste 4, il devrait avoir 10. Donc, ça, c'est ma source de courant, j'ai 3 résistances. Donc, j'ai mon courant qui s'en va par ici. Donc, j'ai des résistances, certes, mais est-ce que j'ai une séparation? Est-ce que j'ai des résistances ou des ampoules ou peu importe qui sont en parallèle? Non. Donc, la résistance, donc, pas la résistance, plutôt l'intensité du courant, donc I de la source, va être égal à I1, va être égal à I2, ça me fait toujours rire, et égal à I3. Pourquoi? Parce que mon courant continue, il n'y a pas de séparation de mon courant, donc c'est le même courant partout. Petit exemple mathématique fort simple. Donc imaginez une situation ici où j'ai
3 fils qui rentrent, donc 3 courants qui rentrent, et 3 intensités de courant qui rentrent, et j'ai 3 fils qui ressortent. Donc la question, ça serait, quelle est l'intensité du courant I1? Qu'est-ce qu'on sait? On sait quelle est l'intensité du... Tiens, je vais le faire comme ça. Donc, quelle est l'intensité du courant... tiens, je vais faire extra. Donc, c'est quoi l'intensité du courant qui sort? C'est simple. Ça va être égal à... Bon, je vais laisser faire les couleurs, là. Donc, 4 ampères plus 5 ampères, ou plus 5 ampères, plus 7 ampères. Donc, ce qui me donne 16 ampères. Donc, j'ai 16 ampères en tout qui ressort. Donc, il fallait aussi qu'il y ait, au niveau du nœud, qui est juste ici. Donc, il faut que j'aille 16 ampères qui entrent. Donc, quelle est mon intensité de courant intrant? Je sais que c'est 16 ampères. Mais maintenant, qu'est-ce qui me manque? Je suis à trouver I1. Je sais que 16 ampères, donc l'intensité intrante, en tout cas, bref, qui rentre, ça va être égal à 6 ampères plus I1 plus 4 ampères. Donc, évidemment, ça va faire 6 plus 4, 10 ampères. Donc, 16 ampères moins 10 ampères égale à I1. Donc, I1 égale, bien entendu, à 6 ampères. Donc, juste ici, j'aurai 6 ampères pour respecter la première loi de Kirchhoff. Allons-y maintenant avec la deuxième loi, qu'on appelle la loi des mailles. On va aller juste ici. Donc, la loi des mailles, qu'on appelle aussi la loi des boucles. C'est quoi que c'est ça, une boucle? Une boucle, je vous le montre juste ici. Lorsque vous avez un circuit fermé, vous avez une boucle. Donc, regardez dans ce cas-ci. Donc, j'ai une source de courant, j'ai des composantes passives, donc qui ne fournissent pas de courant électrique. Donc, 3 résistances. Donc, ça ici, on appelle ça une boucle. Si j'avais un deuxième bout ici qui s'en rattachait, donc si j'avais une deuxième boucle ici, une deuxième partie avec un condensateur par exemple, j'aurais un deuxième boucle. Honnêtement, je pense pas que vous allez avoir ça en quatrième secondaire. Je vais juste dire ça de même. Donc, c'est une boucle. Donc, c'est quoi la deuxième loi? Donc, la loi des boucles, des mailles. Donc, autrement dit, j'ai mis une définition ici, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on a un circuit fermé, comme ce qu'on a ici, la somme des différences de potentiel, des tensions, autrement dit, aux bornes de chaque composante passive. Donc, dans ce cas-ci, j'ai 4, je regarde mon image, j'ai 4 composantes passives qui sont des résistances. Donc, la somme des tensions de potentiel pris aux bornes de mes 4 composantes doit être égale à la différence de potentiel pris à la source. Si je mets ça algébriquement, donc ici j'ai mis une différence de potentiel à la source qui est US, donc S pour source. Donc ça va être égal à, je vais juste faire des couleurs là, U1 plus U2 plus U3 plus U4. Oh, ben là, U8, ça va bien. U4. Donc, voilà. Et ça, c'est bon quand on a une maille, donc une boucle, un circuit fermé comme celui-là. Ça ne fonctionne pas, cette loi-là n'est pas applicable dans ce cas-ci, par exemple, où on a un élément en parallèle. Il n'y a pas de boucle ici, il y a juste des éléments passifs. Donc, lorsque j'ai des éléments qui sont en parallèle comme ceux-ci, le courant va être le même. Ça ne dit pas le courant, mais plus la différence de potentiel. La différence de potentiel va être la même. Bon, je vais faire une petite comparaison encore. Imaginez ici que chacune de mes résistances représenterait par exemple une chute d'eau. Donc, je pars d'un côté de ma source de courant. Bon, je vais aller par exemple, mettons, on va par ici. Donc, je rencontre une première résistance, donc ça c'est une chute d'eau, donc je descends, donc tombe d'un premier stade. Donc j'étais là, je viens de tomber d'un premier stade, là je suis rendu ici. Je rencontre U3, qu'est-ce qui arrive? Bon, une autre chute, je descends un peu plus. U4, qu'est-ce qui arrive? Je redescends, U1, je redescends. Fait que la différence de potentiel aux bornes va être égale à la différence entre le sommet que j'avais tout à l'heure et le point le plus bas. Mais quand j'ai un circuit en parallèle comme celui-là, c'est comme si ma rivière arrivait et soudainement elle se divisait en 3 ruisseaux et que chaque ruisseau avait la même chute d'eau, donc à la même hauteur. Donc autrement dit, la différence de potentiel va être exactement la même. Autrement dit,
le début de ma chute d'eau ici et la bonne de ma chute d'eau ici va être exactement le même, peu importe. Donc, c'est comme si j'avais juste une chute d'eau finalement. Tout ça pour dire quoi? Ben, que quand on a des éléments parallèles comme ça ici, ben, la distance de potentiel à la source va être égale à U1, va être égale à U2 et va être égale à U3. Donc, je vais avoir exactement, donc, dans ce cas-ci, la même différence de potentiel. Évidemment, si j'ai un seul élément parallèle. Si j'avais un deuxième, donc par exemple, j'avais une autre résistance ici, alors là, ça serait différent. Et on va vous montrer une façon de calculer dans, en fait, dans une prochaine vidéo ou dans un autre moment. Petit exemple juste ici. Donc, la question pourrait être la suivante. Si je sais que la différence de potentiel aux bornes est de 14 volts pour ma source de courant et que j'ai 4 résistantes, une à 3, et en fait une qui va être à, on mesure la différence de potentiel à 3 volts, une à 4 volts, une à 5 volts, mais quelle serait la différence de potentiel de la quatrième? Ben, c'est fort simple. Je sais que, je sais que 4 volts plus, pas égal, plus 5 volts plus 3 volts plus, voyons, pas égal, plus U4, je tentais ça, va être égal à 14 volts. Alors, on se souvient la somme des différences de potentiel dans un circuit fermé. Hein, j'ai un courant ici, donc dans une boucle. Donc, la somme des différences de potentiel de chacune de mes composantes égale à la différence de potentiel de la source. Donc, c'est pour ça que j'additionne ici mes 4 éléments passifs et c'est égal à la différence de potentiel donc, de la source. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est une petite addition. Donc, 4 plus 5, ça me donne 9. Plus 3, ça me donne 12. Donc, je sais que 12 volts plus... Oups, voyons, j'aime ça que mes égal. Donc, 12 volts plus U4 va être égal à 14 volts. Donc, U4, bien entendu, est égal à 2 volts. Donc, voilà pour les deux lois de Kirchhoff.